Alors bonjour à notre auditoire en ligne cet après-midi et bienvenue au webinaire d'Exportation et Développement Canada ayant pour titre « Combattre la corruption dans le commerce international ». Alors sur le sujet, les opinions sont nombreuses, mais on dispose de peu de faits et de chiffres. La seule façon de distinguer les faits de la fiction est de s'adresser à des organismes, des entreprises et des personnes qui ont de l'expérience en la matière. Alors aujourd'hui, nous vous proposons donc d'entendre ce que des experts ont à dire sur l'évolution et les dernières tendances de la lutte contre la corruption, ce qui pourrait être pertinent pour vos stratégies d'affaires. Nos invités ont une expérience durement acquise grâce aux nombreuses années qu'ils ont consacrées à traiter quotidiennement de problèmes comme celui de la corruption. Le groupe d'experts que nous vous présentons se trouve en fait en première ligne du combat contre la corruption, là où les entreprises canadiennes font affaire à l'étranger. Alors, avec moi aujourd'hui, nous avons Teresa Mahoney, avocate conseil des services juridiques pour le programme d'assurance à EDC. Elle apporte au panel aujourd'hui la perspective d'une institution financière internationale dans les efforts qu'elle déploie pour réduire la corruption dans les exportations et les transactions d'investissement à l'étranger. Ensuite, nous avons Johan Lefrapper, directeur juridique chez Alcatel-Lucent. Johan nous offrira un aperçu unique d'une entreprise qui a été déclarée coupable de corruption aux États-Unis. Il parlera des répercussions de cette accusation et des mesures prises pour empêcher d'autres cas de corruption. Et enfin, nous avons Sergent Sylvain Roussel de la GRC qui nous offrira le point de vue de la loi, de son application et nous parlera, entre autres, des tendances dans l'application de la loi canadienne sur la corruption d'agents publics étrangers. Nous avons donc une bonne diversité de points de vue dans notre panel. Alors merci Teresa, Johan, Sylvain, de votre participation aujourd'hui. Nous commencerons par un bref préambule de chacun de nos panélistes qui permettra à notre auditoire d'avoir une bonne idée de leur domaine d'expérience pour mieux diriger vos questions. Alors, le webinaire aussi comprendra une séance de questions et de réponses qui vous permettra à vous, notre public, d'en profiter au maximum en obtenant de nos experts des réponses à vos questions qui concernent directement vos affaires ou votre domaine d'intérêt. Et pour poser une question, cliquez simplement sur le bouton « Réponse aux questions » sur l'écran de l'interface du webinaire n'importe quel moment et nous examinerons rapidement votre question. Alors, on se met à la tâche. Teresa, comment est-ce qu'une banque internationale envisage ou examine le sujet de corruption? Je pense que c'est un sujet difficile, mais à EDC, on a un certain processus qu'on suit. La corruption a fait toujours partie des transactions internationales, des risques qui sont liés à transactions internationales. Je pense que c'est ça, c'est une partie de la vie qu'on vit tous les jours. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour mitiger ce risque. Et aussi, il faut aussi penser que quand on veut vraiment faire une transaction, des fois, le meilleur jugement peut-être n'est pas là et on veut vraiment décrocher un contrat et on se sent un peu coincé. Mais ce genre d'excuse n'est pas une excuse qui tienne aujourd'hui, étant donné que le Canada et les autres puissances du monde ont signé, ça fait 13 ans, une convention contre la lutte, une convention sur la lutte contre la corruption à l'Organisation de coopération de développement économique. Alors, on a déjà des grands principes en ligne et nous avons aussi, au Canada, comme vous l'avez dit, une loi sur la corruption des agents publics étrangers. Alors, cette loi et cette convention font en sorte qu'on a les gros principes qu'il faut suivre en matière de corruption des agents internationaux. Merci Thérèse. Alors, vraiment, ce n'est pas une question d'une lutte canadienne, c'est une lutte internationale. Exactement. Oui. En parlant d'international, nous passons maintenant à M. Johan. Johan, vous êtes un panéliste assez unique parce que vous pouvez offrir un témoignage inédit sur ce qui passe au sein d'une entreprise lorsqu'elle fait l'objet d'allégations de corruption. Alors, pouvez-vous décrire l'expérience d'Alcatel-Lucent? Quelles étaient les circonstances? Quelle a été la réaction de l'entreprise et quelles ont été les conséquences tant sur le plan juridique, mais aussi qu'en général et la culture chez Alcatel-Lucent?
Oui, donc en juin 2011, le directeur juridique du groupe, Steve Reynolds, a été amené à plaider coupable devant le tribunal de Miami, et ce pour le compte de 3 filiales du groupe, pour conspiration et violation des dispositions du FCPA, qui est la loi fédérale américaine contre la corruption des agents publics étrangers. Comment le groupe Alcatel-Lucent a pu en arriver là? C'est en 2004 que des scandales ont éclaté dans la presse, entre autres, concernant des allégations de versements effectués par des consultants au Costa Rica et à Taïwan au profit d'agents publics étrangers. Dans ce contexte, l'autorité des marchés financiers et le ministère de la Justice des États-Unis ont mené une enquête sur d'éventuelles violations par Alcatel-Lucent des dispositions du FCPA. Après plus de 6 longues années d'enquête, le groupe est parvenu à une transaction avec le ministère de la Justice américain, ce qu'on appelle un Deferred Prosecution Agreement, et ce, fin décembre 2010. 3 points importants méritent d'être soulignés. Le premier, c'est que les poursuites pénales à l'encontre du groupe du fait de cet accord ont été suspendues pour 3 ans. Deuxièmement, un moniteur indépendant qui est un superviseur a été nommé pour cette période de 3 ans pour s'assurer de la conformité par le groupe avec la réglementation internationale contre la corruption et également de l'efficacité des contrôles internes et du respect des politiques internes de l'entreprise. Troisièmement, le groupe a été amené à verser des amendes et des pénalités pour un montant d'environ 137 millions de dollars, je répète, 137 millions de dollars. Donc vous pouvez comprendre volontiers que l'impact financier a été très conséquent pour le groupe. Il y a également eu des honoraires d'avocats très élevés du fait des enquêtes internes diligentées sur presque 7 années. Et en parlant des conséquences pour le groupe, le préjudice réputationnel pour l'entreprise était très important. Et dans certains pays comme la Malaisie, le groupe a été exclu des marchés au profit de certains clients pendant 1 année. Merci, Johan. Et évidemment, ça coûte cher, une condamnation. Juste pour revenir tout vite, Teresa, comment est-ce qu'une banque internationale traduise de l'information soit d'une allégation ou d'une condamnation? Est-ce que ça traduise dans des transactions des entreprises canadiennes qui sont remises peut-être ou soit complètement mises à part de la part de l'institution? Bien, comme vous le savez, notre mandat, c'est de travailler avec les compagnies canadiennes pour que les compagnies puissent achever à l'échelle internationale. Alors, ce qu'on va faire, c'est de travailler avec eux. Si nous pensons qu'il y a un risque accru de corruption dans une certaine transaction, on peut peut-être travailler avec la compagnie pour regarder, pour voir ce sont quoi leurs processus en matière de corruption. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose où nous voyons qu'il y a une lacune quelconque, on travaille avec la compagnie, notre groupe de responsabilité sociale fait beaucoup de démarches auprès des compagnies pour que la compagnie puisse améliorer ses processus. Et après ça, nous sommes, dans beaucoup de cas, confortables à travailler avec cette compagnie-là. Ah, merci. Alors, c'est des points de vue assez intéressants avec 2 acteurs de l'industrie différents, mais tout aussi convaincants l'un que l'autre, qui ont à dire sur leur expérience dans leur combat contre la corruption. Mais qu'en est-il du cadre juridique en la matière du Canada? Alors, pour nous parler de l'application de la loi canadienne sur la corruption d'agents publics à l'étranger, nous passons au sergent Sylvain Roussel de la GRC. Alors, Sylvain, pouvez-vous nous en dire plus sur cette loi? Alors, c'est quoi que c'est important pour notre auditoire de se rappeler à propos de cette loi? Bon, notre loi ici au Canada, c'est la loi sur la corruption d'agents publics étrangers. Et cette loi comporte 3 infractions majeures. Donc, la corruption d'un agent public étranger. Il y a aussi l'élément du recyclage des biens et des produits de la criminalité, ou en anglais on dit money laundering, et aussi la possession de ces biens et produits.
lorsqu'une personne commet un acte contre cette loi, cette personne, directement ou indirectement, dans le but d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, cette personne-là est coupable et susceptible de recevoir une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement dans une cour canadienne. Ou, s'il y a une amende contre une société ou un individu, on peut aussi recevoir, comme suspect, une amende illimitée. Donc, il n'y a pas une limite au type d'amende qu'on peut recevoir. Alors, une amende illimitée, on a entendu parler aussi de Johan qui a déclaré, je pense que c'était 137 millions. Alors, ça coûte cher, évidemment. Ouais. Sylvain, je veux vous revenir. Juste un suivi. L'an passé, nous avons été témoins de la première condamnation importante d'une entreprise canadienne ayant commis un acte de corruption à l'étranger. Alors, est-ce que cela a changé les effets de l'application de la loi au Canada? Est-ce que ça a changé un peu comment les compagnies canadiennes comprennent la loi? Je pense que oui. On nous demande présentement beaucoup d'effectuer des présentations pour expliquer aux gens, aux avocats, aux sociétés, qu'est-ce qui se passe avec cette loi-là, où on en est dans certaines enquêtes. On ne peut pas vraiment divulguer les informations à les sociétés, mais on peut leur dire qu'on a 34 enquêtes partout au Canada avec nos 2 unités, une à Ottawa et aussi une ici à Calgary. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, il y a de plus en plus d'ampleur pour l'intérêt des sociétés de nous demander de nos services pour qu'on leur donne de l'information. Et juste au niveau de présentation, on reçoit des demandes quasiment quotidiennement pour aller parler au public, pour leur expliquer des effets de cette loi-là. Alors, l'intérêt est vraiment en hausse, c'est-à-dire? Absolument. Oui, excellent. Alors, on a un peu parlé aujourd'hui de ce que les entreprises peuvent faire pour prévenir la corruption. Et l'idée d'une politique systémique a été maintes fois soulevée. Alors, laissez-moi vous poser la question souvent aux 3. Comment pouvez-vous déterminer qu'il s'agissait d'un seul employé et non de l'entreprise de point de vue? Alors, est-ce que c'est un seul employé qui actait de son propre intérêt, ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe, c'est un problème systémique à l'entreprise? Alors, je vais commencer avec vous, Sylvain. Bon, d'après mon expérience à moi, qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que la plupart du temps, c'est pas tout simplement un employé. C'est possible peut-être que la société va essayer de déflecter et essayer de dire que c'est un employé, mais je trouve que souvent, la plupart du temps, c'est que la société était au courant de ce qui se passait. Donc, c'est possible qu'on peut avoir un employé qui a pris une décision elle-même, mais dans mon expérience à moi, c'est pas nécessairement ce qui se passe présentement au Canada présentement. Je vais passer à vous, Johan. En vue de tout ce qui s'est passé à Alcatel-Lucent, c'est quoi vraiment le processus systémique? Est-ce que c'est vraiment une approche qui vous convient, qui s'est décrit de façon historique de produire de bons résultats? Est-ce que c'est vraiment une nécessité d'avoir une politique systémique? Oui, je crois que plus la taille d'une entreprise est grande, plus ses opérations sont globales ou couvrent beaucoup de pays, dont les pays émergents, mais pas seulement les pays émergents, contrairement aux apparences. Il est fondamental d'avoir un programme de conformité et qui soit très, très effectif, notamment sur les questions d'anticorruption. Et il est important à cet égard que la direction d'entreprise donne un ton très, très clair vis-à-vis de l'ensemble des salariés, et qu'il n'y ait pas un double discours. Et donc les questions de communication interne, de formation des salariés par les directions juridiques, les équipes conformité sont quelque chose de très important. Et l'objectif est d'inciter les salariés, mais aussi les fournisseurs, les partenaires commerciaux, à adopter des bonnes pratiques. Et malheureusement, il faut employer le langage de la menace pour insister sur l'importance des risques que certaines transactions pourraient faire courir à l'entreprise, comme aux salariés en question,
à savoir le risque d'amende, de prison, le risque d'exclusion des marchés publics, le risque d'exclusion temporaire ou plus longue de l'accès à des financements ou de la couverture de risques au profit d'institutions financières internationales comme la Banque mondiale ou le décès, par exemple. Et les salariés doivent comprendre que s'ils ne respectent pas la règle du jeu, il est fondamental qu'il y ait un volet disciplinaire qui soit appliqué. En d'autres termes, s'il n'y a pas de sanctions disciplinaires, on pourrait s'interroger sur l'effectivité du discours. Et si l'on veut opérer un changement culturel véritable, durable et profond de la culture d'entreprise, l'application de sanctions est un élément indispensable du dispositif d'un programme de conformité, parce que l'information circule très vite au sein des entreprises, selon que les gens sont sanctionnés ou au contraire ne sont pas sanctionnés. Thérèse, je vais passer juste à vous pour en discuter davantage. On a parlé un peu d'atténuage de risque ou mitigation de risque. Quand vous examinez une transaction et il y a possibilité de corruption, est-ce que vous regardez l'ampleur de la politique anticorruption chez les deux entreprises? Oui, effectivement. Je veux juste faire l'écho de ce que Johan a dit. C'est bien beau d'avoir des politiques, c'est bien beau d'avoir beaucoup de choses sur le site Web, mais il faut aussi vivre ces politiques-là. Et il faut que le tone, comme on dit en anglais, the tone, il faut que ça vienne vraiment d'eau. Alors, il faut que ça vienne du président, du conseil d'administration, et le message est que certaines actions ne sont pas tolérées. Alors, c'est ça que nous regardons. Et à EDC, comme tu le sais, Phil, on a un programme anticorruption. On a aussi une semaine chaque année où on parle des questions d'éthique au niveau d'équipe et aussi au niveau coopératif pour que les employés peuvent se questionner. Et aussi, on a une mise à jour en ligne qui se fait chaque année. Alors, ce sont des choses qui peut-être peuvent aider aux employés de tenir ça fraîche dans leur esprit quand ils travaillent chaque jour. Je pense que ce sont des choses qui sont très importantes, des choses que EDC regarde quand nous regardons une transaction et une compagnie qui fait la transaction. Ce serait peut-être juste à dire, Johan, juste vous passez une petite suite. Est-ce que ce serait juste de dire que c'est une transformation culturelle qui doit se passer? Est-ce que c'est vraiment une question de culture? Je crois il faut combiner effectivement à la fois des politiques très claires sur ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, mais également effectivement l'aspect culture d'entreprise est un élément important pour porter le message pas simplement au siège social de l'entreprise, mais très loin auprès des personnes qui sont le plus exposées sur le terrain et souvent justement aux quatre coins du monde et dans des pays pas toujours très, très faciles au quotidien, mais ils doivent comprendre que les règles du jeu seront les mêmes et qu'effectivement ce sera une politique de tolérance zéro qui est appliquée indépendamment des différences culturelles qui peuvent être très importantes, mais la règle du jeu doit être respectée partout où le groupe a des opérations. Par exemple, le directeur général d'Alcatel-Lucent a décidé en 2009 de mettre fin au recours aux agents commerciaux, ce qui a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires de l'entreprise dans certains pays, mais également a été une opportunité de clarifier de manière extrêmement claire pour l'ensemble des salariés quelles étaient les nouvelles règles du jeu, et enfin aussi pour les partenaires de l'entreprise et les clients d'entreprise, à savoir que dorénavant, le recours à des intermédiaires n'était plus une solution. Merci, Johan. Je vais juste poser une question encore à Sylvain et ensuite revenir à Johan. Alors, Sylvain, comment est-ce qu'on peut estimer qu'une entreprise a assez fait? Comment est-ce que cela affecte les décisions potentielles? Quand vous regardez une question d'enquête, c'est quoi qui détermine que la compagnie agit de façon éthique? Bon, si un programme de transparence à cette société-là, c'est quelque chose qui va beaucoup aider la compagnie. Évidemment, si il existe une culture où ils font tout par le bas, qu'on va dire, où ils demandent toujours d'avoir des reçus
quand il y a de l'argent qui a été transféré d'une main à l'autre, c'est quelque chose qui va aider. Il y a aussi une réputation que la compagnie va souvent avoir qui va aider, je crois, cette compagnie au fur et à mesure que l'enquête va se développer. Si la compagnie nous demande aussi de nous parler et elle ne se cache pas derrière leurs droits et ils veulent nous présenter leurs livres et leurs reçus et toutes leurs transactions qui ont été faites parce qu'ils pensent qu'ils sont poignés du doigt d'une mauvaise façon, ce sont des éléments, je pense, qui vont leur aider. Donc, c'est souvent une compagnie qui a une bonne réputation dans la société canadienne, qui travaille très fort, qui a peut-être reçu un mauvais moment dans leurs affaires, mais je crois que si cette compagnie-là nous offre une transparence et veulent travailler avec nous pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé, je pense que ce sont des effets qui vont leur aider pour leur trouver non coupables ou peut-être même pas non coupables, mais qu'ils n'ont pas vraiment abusé cette loi canadienne. Merci Sylvain. Alors, je vais passer à vous, Johan, parce que c'est vraiment une question qui vous revient. C'est qu'on parle de collaboration et d'efforts de propulser le mandat d'anticorruption. Alors, je comprends que vous établissez des collaborations internationales avec des entreprises de votre secteur ou peut-être dans d'autres secteurs, dont bon nombre sont vos concurrents, enfin. Alors, pouvez-vous juste décrire l'initiative comment ça s'appelle, le partenariat contre la corruption dont vous avez été fait le champion au Forum économique mondial? Oui, en 2009, le groupe Alcatel-Lucent a parrainé l'initiative PACI au Forum économique mondial, et ce, en collaboration avec d'autres entreprises du secteur privé. Il y a aujourd'hui 150 entreprises signataires de cette initiative, mais également avec des organisations non gouvernementales, les ONG. Et le but est d'identifier et d'échanger sur les façons de faire face à la corruption. C'est donc une plateforme d'échange fondée sur des expériences pratiques. Et concrètement, Alcatel-Lucent a participé à de nombreuses réunions de travail afin de partager sa propre expérience et sa pratique dans la lutte contre la corruption. Par ailleurs, Alcatel-Lucent est la seule société du secteur télécom qui a contribué à un outil de formation qui est disponible en ligne, qui s'appelle Résiste. Comment résister à l'extorsion et à la sollicitation dans les transactions commerciales internationales. C'est un outil qui a été parrainé par la Chambre de commerce internationale, le Forum économique mondial, Transparency International et le Pacte mondial des Nations Unies. Il vise à former les salariés des entreprises de toute taille afin de mieux résister à des extorsions et sollicitations dans le cadre des transactions commerciales internationales. Cet outil est mis à disposition sur le site des 4 parrains en 6 langues, dont le mandarin, l'espagnol, l'arabe et l'allemand, et bien sûr le français et l'anglais. C'est un outil qui est gratuit afin de faciliter la dissémination de l'information et d'aider les salariés à mieux anticiper les risques de sollicitation sur le terrain, avec 22 cas tirés du monde réel, de la vie pratique. Et il y a donc ainsi 22 cas au stade des appels d'offres, mais également au stade de la réalisation des projets. Merci, c'est tout un programme. Alors, c'est vrai, c'est un outil qui est disponible pour des entreprises, peut-être de petite et moyenne taille, qui pourront peut-être accéder à c'est un genre de gamme de produits anticorruption. Est-ce que c'est vrai à dire? Johan? Oui, excusez-moi, petit problème de lumière. Ah, Pouvez-vous répéter la question? Des problèmes techniques. Alors, je veux juste vous demander, alors, votre programme, Résiste, c'est vraiment un genre d'outil pour des entreprises peut-être d'une petite ou de moyenne taille, comme genre de gamme de produits qu'ils pourront utiliser dans leur lutte contre la corruption. Est-ce que c'est vrai à dire? Oui, c'est vraiment un outil de formation très, très pratique, quelle que soit la taille des entreprises.
et qui vise justement à répondre à une attente je dirais, des personnes exposées sur le terrain, à savoir pas une formation théorique sur les règles de droit, hein, mais de manière très concrète, comment anticiper un risque de sollicitation de la part d'un agent public ou d'un client ou d'un acheteur, mais également comment répondre de manière très pratique à des demandes qui sont infondées ou abusives. Merci, Johan. Alors, je pense qu'on va passer, Teresa, juste une petite question, parce qu'on a déjà entendu, ce qu'il y a à faire avec la loi. On a entendu un cas extrême d'une condamnation et ce qu'ils ont fait. Alors, pour une banque, par exemple, je pense qu'on n'a pas mentionné, mais EDC a le droit de mettre fin à une transaction si une transaction est entachée de corruption. Est-ce que cela a déjà arrivé à EDC et comment est-ce que vous approchez cela? Je suis heureuse à dire que ça n'a pas arrivé à EDC parce que, comme tu le sais, on cherche à aider les exportateurs, mais on a déjà dit non à certaines transactions avant d'entrer là-dedans parce qu'on pensait que le risque de corruption était trop élevé. À ce point-là, c'est pas qu'on laisse tomber la compagnie, mais comme j'ai dit avant, on travaille avec la compagnie pour peut-être trouver des solutions. Et les solutions sont, on peut le faire dans deux moyens. Premièrement, on dit à la compagnie, regardez, vous avez des problèmes dans le processus que vous avez pour combattre la corruption, alors nous allons travailler avec vous. Deuxièmement, on peut peut-être regarder la transaction comme telle, et je pense que quelqu'un a mentionné, quand nous avons des agents qui sont impliqués dans la transaction, ça devienne un risque de point de vue de la corruption. Alors, peut-être on peut structurer la transaction dans un autre moyen où il n'y a pas d'agent, où il y a juste un agent au lieu d'avoir 3 ou 4 agents. Alors, il s'agit vraiment de travailler avec nos compagnies, nos clients, pour faire en sorte que les risques de corruption ne sont pas si élevés et être confortable qu'EDC peut prendre pour soutenir une certaine transaction sans que le risque de corruption soit très, très élevé pour nous. Vous avez touché quelque chose d'assez important, Teresa, parce que j'entends parler beaucoup de l'utilisation des agents. Oui. Alors, je vais passer à Sylvain. Sylvain, est-ce que l'utilisation d'un agent dans les pays à l'étranger, est-ce que c'est un gros pancarte qui dit arrêt pour vous dans vos investigations? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être géré de façon éthique? Je crois que ça pourrait être géré d'une façon éthique, mais c'est certain qu'utiliser un agent dans un pays étranger peut entamer certains problèmes. Il y a des risques associés à aller chercher quelqu'un. Il va falloir qu'un avocat de votre société vraiment fasse son devoir pour aller voir c'est qui cette personne-là, c'est quoi sa réputation dans ce pays-là. Parce que dans certains pays éloignés, on trouve que peut-être certaines sociétés s'impliquent avec des agents suspects ou des agents qui ont eu une carrière assez de malfaisance. Donc, ça va dépendre de la société au siège social au Canada de s'assurer comme quoi ils ont fait leur travail pour s'assurer que l'agent est une personne qu'on peut se fier dessus. Maintenant, si cette personne-là commet un acte criminel et la compagnie, la société canadienne n'a pas fait son devoir, est-ce que cette compagnie-là peut être responsable? Ça va dépendre de l'information qu'on a. Mais c'est un risque majeur, je crois. Il faut faire porter attention à ce genre de risque. Merci, Sylvain. Alors, Johan, même si vous êtes encore dans les ténèbres, peut-être vous pouvez nous éclaircir avec votre réponse. Selon Alcatel-Lucent, l'utilisation des agents, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous ne le faites plus? C'est quoi votre réponse à ce risque? Oui, comme je le disais tout à l'heure, il a été décidé par notre direction générale en 2009 de mettre fin au recours aux agents commerciaux parce que considérait que c'était des intermédiaires qui présentaient une zone de risque trop élevée pour le groupe, vu les expériences malheureuses passées, et qu'il était donc préférable de mettre fin à ces expériences, même si le recours à un agent commercial n'est pas nécessairement illégal, mais effectivement, ce sont des personnes qui, en fin de compte, agissent pour le compte de l'entreprise et donc peuvent exposer sa réputation, notamment s'ils effectuent des paiements illicites de ce qu'on appelle les pots de vin. Bon, alors, ce point-ci, je crois que nous allons passer
périodes de questions et réponses. Alors, juste un petit mot, permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez poser des questions en cliquant sur le bouton « Réponse aux questions » sur l'écran de l'interface du webinaire, n'importe quel temps. Alors, nous avons déjà deux questions. La première, Sylvain, comment obtenez-vous l'information sur un incident de corruption, j'assume, qui s'est produit à des milliers de kilomètres de Canada et comment enquêtez-vous? Bon, on obtient l'information par différentes sources. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Par exemple, souvent on peut recevoir de l'information par un concurrent de la société suspecte. Ça peut être, on vit dans un monde très compétitif, une société globale et il y a un avantage, je crois, à certaines sociétés d'informer à la police qu'une autre société a commis un acte criminel. Donc, on reçoit souvent des plaintes criminelles de ce genre-là. Aussi, nous recevons aussi beaucoup d'informations vis-à-vis de nos analystes. On a des analystes qui travaillent ici à Ottawa et aussi à Calgary vis-à-vis de nos enquêtes. Et ces personnes-là sont responsables de regarder sur l'Internet ou de lire les journaux, voir s'il y a quelque chose de suspect qui est en train de se développer dans le monde et où il y a une compagnie canadienne qui est impliquée dans ce pays-là. Donc, on a souvent du travail proactif qu'on fait avec nos analystes qui nous donnent beaucoup d'informations sur ce sujet-là aussi. Nous recevons aussi beaucoup d'informations par des ministères gouvernementaux ici au Canada, différents organismes gouvernementaux qui nous donnent l'information parce qu'ils sont là dans un pays étranger, ils ont attendu, ils ont vu, ils ont parlé à quelqu'un. Donc à ce moment-là, on peut recevoir de l'information par d'autres différents ministères. Et aussi, je vois que souvent, je constate qu'on reçoit de l'information par des sources confidentielles, des sources qui veulent demeurer anonymes et qui nous partagent l'information pour leurs intérêts à eux, mais qui nous donnent l'information et ça nous développe des idées, ça nous fait développer et on peut entamer une enquête avec cette information-là. Donc, il y a beaucoup de différentes méthodes et les enquêtes, il y a plein d'affaires qu'on peut faire pour enquêter. Il y a des mandats, il y a aller parler à des personnes, des témoins. On voyage à travers le monde. J'ai été au Bangladesh pour faire une enquête et aussi en Afrique et aux États-Unis. Donc, on voyage beaucoup, on parle à des gens, on effectue des mandats de perquisition et on va chercher du témoignage des témoins le plus tard quand on a la chance aussi. Alors, Sylvain, vous, comme agent de la GRC, s'il existe une investigation qui a affaire avec une compagnie canadienne, vous allez vous déplacer dans les marchés émergents pour continuer les enquêtes? Absolument. Si on nous donne permission d'aller dans ce pays-là, on va voyager à ce pays-là pour aller chercher des preuves pour continuer cette preuve ou mettre cette preuve-là en cours. Donc, si on nous donne permission d'aller dans un pays étranger, absolument, on va aller dans un pays du tiers-monde ou même aux États-Unis ou quoi que ce soit. Merci. Juste avant que je passe à la prochaine question, juste une question qui m'est venue en tête. Est-ce que vous traitez des informations des concurrents des compagnies canadiennes un peu différents, avec un peu plus de scepticisme, on peut dire, ou... Il faut porter attention, c'est certain, à ce qu'ils nous disent parce qu'ils ont, c'est certain, un intérêt à nous donner de l'information. On doit faire notre diligence et prouver qu'en fait, ils nous donnent l'information qui est bonne. Donc, on va souvent aller corroborer cette information-là avec d'autres informations. Donc, c'est vrai, il y a un petit peu de scepticisme et on ne ferait pas notre travail si on ne s'assurait pas comme quoi si l'information n'est pas réelle ou non. Mais oui, c'est vrai, on n'a pas de problème à écouter ce qu'une autre compagnie veut dire vis-à-vis un concurrent, mais on doit vraiment faire notre travail et prouver comme quoi cette information est de la bonne information. Merci Sylvain. Je voudrais un petit peu. Teresa, une petite question qui a à faire avec EDC. Je peux vous aider si vous voulez. Oui. Est-ce que vous avez des exemples si EDC a déjà traité une situation où une entreprise faisant face à des allégations
à une accusation ou une condamnation pour corruption? Alors, est-ce qu'il y a un processus différent pour chaque ou... Je pense qu'on a eu les trois dans notre histoire. Okay. Est-ce qu'il y a un processus pour chacune? Oui, il y a un processus pour chacune, mais c'est le même processus. En effet, c'est un examen de la transaction, un examen de processus que la compagnie a pour corruption ou pour lutter contre la corruption. Alors, nous regardons les deux choses. Nous regardons aussi l'ampleur des allégations, l'ampleur de la condamnation. Nous regardons aussi les plans de redressement que la compagnie a mis en place. Par exemple, Alcatel, Johan nous a dit qu'il y a tout un plan de redressement. Et ce que nous faisons aussi, c'est de surveiller comment les agissements de la compagnie pendant une période de temps. Et après cette période de temps, cette période, je dirais, de redressement, on a fait dans le passé, et j'imagine que nous allons le faire dans le futur, c'est de réengager avec la compagnie et juste de surveiller cette compagnie de plus proche peut-être dans le futur. Alors, c'est comme ça. Pour les condamnations, on a juste une mais ça, c'est le même processus aussi. Merci. C'est tous des cas uniques. Oui, on a tout. Oui. Alors maintenant, une question pour Johan. C'est une question assez spécifique. C'est intéressant, alors je vous la pose. Dans un pays où des frais administratifs spéciaux ou autres, ce qu'on pourrait appeler des dépôts de vin, font pratiquement partie du mode de vie, une entreprise peut-elle de manière réaliste soutenir la concurrence si elle a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne le paiement de frais? Alors, c'est vraiment une question à propos de votre expérience. Alors, Johan? Oui, c'est une très bonne question. Il est évident que dans certains pays, certaines pratiques permettent à des fonctionnaires, par exemple, de maintenir un certain niveau de vie ou de l'accroître lorsque leurs salaires ne leur paraissent pas effectivement suffisants. Mais je crois que pour les entreprises, il n'est pas possible de continuer ces pratiques. D'une part parce que l'entreprise serait exposée en faisant ce genre de paiement ou cadeau, mais également expose la personne en question qui fait ce type de demande parce que qu'il s'agisse du Canada ou du pays en question où l'activité se déroule, même si c'est une pratique soi-disant répandue, la réalité c'est que même dans le pays concerné, c'est très souvent l'objet d'une condamnation pénale. Ça fait l'objet d'une incrimination et donc les deux parties peuvent être exposées et c'est ce que certains peuvent effectivement oublier. Donc il est très important de garder cette ligne très très claire et je suis convaincu que les entreprises qui affichent cette politique de tolérance zéro et de refus des sollicitations sont connues dans les pays où elles opèrent pour justement ne pas accepter la sollicitation. À l'inverse, les sociétés qui acceptent de payer une fois, deux fois, peuvent faire l'objet d'un chantage permanent. Si elles payent, elles sont pénalement exposées. Si elles ne payent pas alors qu'elles ont déjà payé, elles peuvent faire l'objet d'un chantage. Donc la meilleure solution, c'est de dire non, et non, et non. D'abord, Johan, que même des frais d'administration, ce n'est pas acceptable parce que ça vous amène à un certain point à du corruption. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ce qu'on appelle justement les paiements de facilitation, ou ce qu'on appelle les grease payments en anglais, fondamentalement, ce sont des petits pots de vin, mais cela reste des pots de vin, qui sont incriminés par la convention OCDE, dont on a parlé tout à l'heure, et la plupart des législations dans le monde, on ne distingue pas la petite corruption et la grande corruption. Excellent. Merci beaucoup. On passe à la prochaine question. Sylvain, c'est une question qui va faire à votre expertise. Alors, le Royaume-Uni a une nouvelle loi sur la corruption. Si vous êtes une entreprise canadienne qui a affaire avec le Royaume-Uni, et même aux États-Unis, est-ce que les gouvernements travaillent ensemble ou est-ce que c'est vraiment à chaque gouvernement de mettre la police des lois applicables?
Oui, c'est souvent le cas où on va travailler ensemble avec un pays étranger. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, j'applique la loi canadienne sur les agents étrangers publics, j'enquête une société canadienne. Donc, cette société canadienne aurait donné un pot de vin à un agent public étranger, disons les États-Unis ou un autre pays, ça c'est pas grave. En tout cas, j'ai besoin d'aller chercher de certaines preuves pour avancer mon enquête. Souvent, les Américains, eux, ils ont aussi intérêt, disons, ou un autre pays, d'aller enquêter le fonctionnaire, l'agent public étranger qui a reçu le pot de vin. Donc, c'est souvent le cas où on voit que si j'enquête quelqu'un ici au Canada, qu'une agence de police, que ce soit le FBI ou le Anti-Corruption du Bangladesh, la Société anticorruption du Bangladesh, qui enquête un dossier, vont nous donner un coup de main et en même temps enquête un aspect quasiment similaire, mais qui est quand même qui est connecté à notre dossier à nous. Donc, on travaille souvent avec ces sociétés-là ou ces gouvernements-là. Mais pour votre question, pour le gouvernement du Royaume-Uni, je sais qu'il y a une nouvelle loi là-bas. J'ai pas fait vraiment affaire avec eux beaucoup. Je suis pas un expert sur cette loi-là, mais si une société canadienne qui fait affaire en Grande-Bretagne va être enregistrée dans ce pays-là, cette société doit respecter les lois et les coutumes et les normes de ce pays-là. Donc, si cette société canadienne brise la loi sur la corruption, elle peut être en fait enquêtée par les autorités de la Grande-Bretagne aussi. En fait, compte, c'est ce qui est passé, Johan, si je peux vous passer rapidement, c'est ça vraiment l'histoire d'Alcatel-Lucent, parce que c'est une compagnie française qui a été condamnée aux États-Unis, puisque les actions de la compagnie se fait passer aussi aux États-Unis. C'est vrai à dire? Alors, en fait, il y a deux raisons qui ont conduit à cette situation. Premièrement, Alcatel, comme Lucent, et aujourd'hui, après la fusion Alcatel-Lucent, est coté au New York Stock Exchange, et à ce titre, est tenu donc d'appliquer la loi fédérale sur les valeurs mobilières, qui inclut par référence le FCPA. Donc c'est un engagement très clair vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers américaine. Deuxièmement, effectivement, dans l'histoire, l'affaire retentissante du Costa Rica, des paiements ont été effectués à des consultants au Costa Rica à partir de comptes bancaires situés, à partir de comptes bancaires situés à New York et avec des transactions en dollars. Et de ce fait, le ministère de la Justice américain avait compétence pour enquêter sur ces transactions financières. Merci. Alors, c'est évident que c'est plutôt difficile de s'échapper aux lois, soit domestiques ou à l'international. Juste passer, peut-être, Teresa, une bonne question. Peut-être, et c'est plutôt important pour une compagnie de taille petite et moyenne, s'ils veulent embaucher quelqu'un pour leur conseiller en matière d'intégrité ou d'anticorruption, on a-t-il existe-t-il des ressources, peut-être, pour soit des compagnies ou des ressources d'information? Oui, il y en a beaucoup de cabinets spécialisés maintenant. C'est en croissance depuis dernièrement. Beaucoup de ces gens-là sont des avocats, c'est des firmes d'avocats, mais aussi des experts conseils qui font ça, qui font juste ça. Ils sont des experts dans la corruption et dans la lutte contre la corruption. Il y a aussi beaucoup, et je pense que beaucoup de sites web où vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Il y a aussi le site web de EDC qui a beaucoup d'informations sur la lutte contre la corruption. Alors, il y a beaucoup de ressources. Je pense que les compagnies qui veulent vraiment mettre en place un programme devront avoir peut-être l'expertise de quelqu'un qui se connaît dans le domaine. Alors, c'est la seule c'est la seule chose, je pense, que je dirais, c'est d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment la loi canadienne, la loi des autres pays et comprenne aussi l'industrie dans laquelle la compagnie œuvre, parce que ça, c'est important aussi de savoir ça. Sylvain, juste une petite question. Est-ce que on parle beaucoup de compagnies de petite et de moyenne taille. Est-ce que c'est plus facile pour une compagnie de cette échelle
de mettre en place un programme anticorruption, ou est-ce que c'est encore plus difficile? Parce que moi, j'imagine que plus grand que la taille de l'entreprise, le plus difficile, le plus grand défi existe pour mettre en place un système qui a de l'allure, qui marche bien. Est-ce que vous avez un commentaire? Mon commentaire à moi, c'est que je pense que dans une compagnie qui œuvre partout au monde, qui a beaucoup d'employés, le contrôle, je pense que c'est plus difficile qu'une compagnie qui est, par exemple, très petite où on a juste quelques employés. Mais d'autre côté, les ressources sont plus dans des compagnies qui ont beaucoup d'employés que des employés très petits. Alors, c'est ça. C'est ça. Dans certains cas, de certains côtés, c'est plus facile. D'autre côté, ce n'est pas plus facile. Sylvain, selon vous, est-ce que c'est une question de ressources aussi que vous, dans votre expérience, que vous pouvez établir que il existe plus de défis pour une entreprise de petite et de moyenne taille, ou est-ce que c'est vraiment une question qui a à faire avec les entreprises à grande gamme? Je pense que oui, je suis d'accord avec Teresa. C'est une question de ressources. La première infraction où ça a été plaidé, où une société ici en Alberta a été plaidée coupable, c'est une petite société, donc ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour avoir un programme d'intégrité. Et cette société-là, en fin de compte, a reçu une petite amende sur la loi où j'ai porté les accusations contre eux, mais ils n'avaient pas de programme et c'était une petite société d'environ une vingtaine d'employés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, oui. Merci, Sylvain. Alors, Johan, je vous porte une question. Dans les nouvelles, ici au Canada, aujourd'hui, nous avons entendu parler d'une compagnie qui s'appelle SNC-Lavalin, qui est une compagnie de taille assez grande qui est à l'échelle internationale. Et ils ont passé à travers des étapes d'allégation et ensuite, en fait, ils ont eux-mêmes avancé des informations qu'ils ont entrepris des problèmes de corruption. Et ils sont en train d'établir des processus internes. Ils font tout ça ouvertement, avec transparence. Si vous avez des mots de sagesse, puisque vous avez passé à travers l'expérience, vous êtes maintenant 7 à 8 ans après, en vue d'instruction ou de suggestion, qu'est-ce que vous pouvez leur offrir? Je souhaite rester très modeste sur un tel chantier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je crois que ça nécessite plusieurs années. Il faut arriver à définir, à bien identifier les risques spécifiques au secteur d'activité en question, définir des politiques qui tiennent compte du modèle opérationnel de l'entreprise, centralisé, décentralisé, donc identifier les zones de risque par rapport au business model, où sont les gens géographiquement, où travaillent-ils? Sont-ils dans des pays plus ou moins exposés? Et ensuite pouvoir accompagner par de la formation, un suivi étroit, et être proactif dans la gestion des problèmes plutôt que plutôt que d'espérer que les problèmes ne sortiront pas de la boîte de Pandore. Voilà. Et donc, c'est un travail de longue haleine, et même après 7 ans, 8 ans, qui est un travail continuel d'amélioration. Et il est évident que dès qu'il y a intégration aussi de nouvelles activités suite à des opérations de fusion-acquisition, toute nouvelle activité doit refléter la culture d'entreprise, et donc toute absorption d'activité prend un temps supplémentaire pour s'assurer que les messages soient bien reçus, bien compris et de manière durable. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc je reste très prudent sur tout ce qui reste à faire, quelle que soit l'entreprise. Mot de sagesse, ça va sans dire. Sylvain, une question pour vous. Que faire si vous avez un motif réel de croire que votre sécurité, j'imagine votre sécurité personnelle, est menacée si vous ne donnez pas un pot de vin? Alors, ça, c'est une question, je pense, assez différente de corruption, mais selon vous?
je crois, si vous pensez d'être une victime d'un complot de menaces ou d'extorsion contre vous ou votre famille, vous devez immédiatement rapporter l'événement à la police. Si vous donnez l'argent aux fonctionnaires étrangers, ça pourrait peut-être vous causer des problèmes plus tard. Ça cause énormément une région grise dans l'affaire. Donc, si on vous extorse, je pense que la question, c'est voulez-vous vraiment faire affaire avec ces gens-là? Dites non et protégez-vous. Si c'est une question de menace personnelle, de menace que vous allez soit du kidnapping ou d'attaque personnelle, est-ce que c'est une question complètement différente? Ça dépend si ça implique si cette personne-là fait ses affaires dans un pays étranger, il fait affaire avec des agents publics, ça va dépendre des cas, mais si c'est tout simplement un incident de kidnapping, oui, rapportez ça à la police, mais si ça implique vos partenaires d'affaires et il y a des agents, je pense qu'à ce moment-là, vous devez prenez la bonne décision, c'est de rapporter cet événement-là à la police en tout temps. Et on vous a parlé au début de l'émission qu'on veut être transparent. Et si vous démontrez cette transparence-là au début, ça va vous enlever beaucoup des problèmes, je crois. Ouais. En parlant de transparence, une question pour vous trois. Enfin, une à la fois, par exemple. Je vais commencer avec vous, Teresa. Oui. Une question qui revient, c'est est-ce qu'on se trouve plutôt naïf de penser qu'on peut arrêter la corruption? Oui, c'est un peu naïf de penser qu'on peut arrêter la corruption, mais peut-être on peut faire une lutte contre la corruption et faire en sorte que ça devienne l'exception et pas la norme dans certains pays. Je pense que c'est ça qu'on fait maintenant et c'est ça que EDC aimerait voir. Sylvain, est-ce que vous trouvez ça naïf? Non, c'est pas naïf. Je pense pas qu'on pourrait l'éliminer, mais c'est comme j'attribue la lutte contre la corruption contre la lutte contre les conduites avec faculté affaiblies aux années 70. C'est à ce moment-là, tout le monde, ou peut-être des années 60, c'était acceptable socialement de conduire et prendre un coup et d'ensuite d'aller conduire. Éventuellement, il y a eu des règles et la société a décidé comme quoi non, c'est plus acceptable. Donc le problème existe encore. Mais je pense qu'il y a quand même il y a une bonne connaissance du problème. Il y a beaucoup des groupes qui livrent la lutte contre les conduites avec faculté affaiblie. Donc, la corruption, je vois de plus en plus d'ampleur et plus d'enquêtes et plus d'intérêt pour nous parler et qu'on vous présente certaines idées sur la corruption. Donc, je pense que la corruption va toujours exister, mais je pense qu'on peut la diminuer beaucoup. Et finalement, Johan, est-ce que c'est une question de naïveté pour vous ou est-ce que c'est vraiment une question de culture et c'est une attestation personnelle de tous vos employés? Je crois personnellement que la corruption, elle existe depuis des millénaires. Donc l'éradiquer peut apparaître un vœu pieux. Il n'empêche, nous vivons dans un monde effectivement où il y a une attente de la part des citoyens ou des salariés d'une transparence de plus en plus importante vis-à-vis du monde politique ou du secteur privé. Et on voit bien que très souvent les affaires de corruption se traduisent par un surcoût parce que les entreprises, à ce moment-là, les clients n'achètent pas le meilleur produit au meilleur prix. La corruption va conduire à acheter un produit qui n'est pas de la meilleure qualité, voire un produit contrefait, et avec des problèmes du lait contaminé, d'immeubles qui ont été fabriqués dans des conditions contestables et qui s'écroulent au moindre tremblement de terre. Donc tout ça pour dire que ce sont les consommateurs qui sont les victimes très souvent de ces affaires de corruption parce qu'ils payent plus cher le produit au final. Et je crois que bien sûr certains pays sont peut-être plus avancés que d'autres dans cette lutte, mais que ça reste un objectif fondamental dans l'intérêt bien compris de tous les partenaires du secteur privé, fournisseurs, clients, mais aussi en termes de probité, de la transparence du secteur public et du monde politique. Merci, Johan. Alors, juste très vitement, Sylvain, une dernière question, puisque notre temps tire à sa fin. Concernant l'intérêt accru des sociétés canadiennes
C'est une question, est-ce que c'est vraiment essentiellement une question d'ignorance de leur part ou est-ce que parce qu'elles avaient pris des risques peut-être mal calculés? En d'autres mots, elles sont maintenant plus craintives. Je ne sais pas si c'est une réaction à un certain mouvement, leur intérêt pour qu'est-ce qu'on fait présentement. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt au niveau gouvernemental d'essayer de réduire la corruption. Et il y a aussi beaucoup de conventions collectives avec le OECD et les Nations Unies pour régler ou essayer de réduire ce problème-là. Donc, à ce moment-là, la police a été impliquée, la GRC est impliquée. Les compagnies ne peuvent pas s'échapper, je crois, à ce mouvement-là. Donc, ils sont craintifs, ils ont peut-être peur, mais c'est peut-être une nouvelle façon de faire les affaires. Je pense qu'on est peut-être meilleur pour les nouvelles lois qu'on a ici au Canada. Merci, Sylvain. Bon, avec ceci, nous avons conclu notre période de questions et réponses. Alors, un grand merci à notre public pour avoir contribué à une séance dynamique et bien sûr à nos experts, Teresa, Johan et Sylvain. Alors, pour moi, la séance d'aujourd'hui a été très informative et j'espère qu'elle a été également pour vous, notre public, et pour notre panel aussi. Alors, avant de vous quitter, par exemple, j'aimerais juste vous rappeler que l'archive de ce webinaire sera mise à votre disposition sous peu. Nous vous enverrons un courriel dans lequel vous recevrez le lien qui vous permettra d'y avoir accès. Et n'hésitez pas à nous communiquer avec nous par courriel à l'adresse marketing@edc.ca, alors marketing@edc.ca. Si vous avez d'autres questions ou si nous n'avons pas pu répondre à votre question aujourd'hui. Et si vous souhaitez faire des commentaires sur le webinaire, nous serons heureux de les recevoir et nous vous invitons à ajouter vos observations au sondage qui sera inclus dans le courriel de suivi. Vos commentaires et suggestions nous aident beaucoup à améliorer les futurs webinaires et à mieux répondre à vos besoins et à vos intérêts. Alors, au nom de Teresa, Johan et Sylvain, de nous tous à EDC, merci d'avoir participé au webinaire aujourd'hui « Combattre la corruption dans le commerce international ». Au revoir et à la prochaine fois.